Bonjour, chers étudiants. On va commencer par les condensateurs sphériques. Condensateur sphérique. On considère deux sphères S1. On considère deux sphères S1 et S2 concentriques. Concentriques, ça veut dire qu'elles ont le même centre. La sphère S1 est reliée à un potentiel V1. Comme vous voyez, on a une sphère S1 et une autre sphère S2 concentrique. Elles ont le même centre. La sphère S1 est reliée à un potentiel V1. Comme la sphère S1 est reliée avec la borne positive, ça veut dire qu'elle va porter des charges positives. Vous allez me dire, si elle était reliée avec la borne négative, elle va porter des charges négatives. Alors, je dirais oui. Si j'avais la borne négative, la sphère S1, elle va porter des charges négatives. Donc, ces charges, elle va porter, on va l'écrire, elle va porter des charges positives. Ces charges, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ces charges, elles vont créer un champ sortant. Ces charges vont créer un champ sortant que j'appellerai E. Ce champ-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attirer les charges négatives de la sphère S2. On sait que les charges se répartissent sur la surface. Donc, on aura des charges négatives ici qui vont apparaître sur la surface. La sphère S2 est reliée à la Terre. Si la sphère S2 est reliée à la Terre, ça veut dire que Q2 extérieur égale à 0 coulomb. La charge extérieure, la charge sur la surface extérieure de S2, elle est égale à 0. D'accord? Donc, le but de cette partie, c'est de déterminer la capacité C de ce condensateur sphérique. Pour cela, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut suivre les étapes. Là, alors, les étapes de la méthode, la première des choses, c'est de déterminer le champ E, ce champ E que j'ai noté. Bien sûr, vous allez me dire pourquoi je détermine pas le champ dans la sphère S1 et pourquoi je détermine pas le champ ici. Donc, ça, c'est un condensateur. C'est un conducteur, pardon. Un condensateur est constitué de deux conducteurs. Ça, c'est un conducteur. On sait que à l'intérieur d'un conducteur, le champ, il est nul. Donc, on a E égale à 0. Le champ à l'extérieur, il est égal à 0. Pourquoi? Parce que la somme des charges est égale à 0. Cette charge plus cette charge, elle est égale à 0. Donc là, le champ, il est nul. Il me reste le champ ici. Donc, je vais choisir, je veux calculer le champ dans cette partie. Donc, je choisis une surface de Gauss comme ça. Je choisis une surface de Gauss comme ça, comme vous le voyez. Donc, la première des choses, c'est de déterminer le champ E. Donc, première partie, détermination de E. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser le théorème de Gauss. Donc, le théorème de Gauss,
le flux E ds à travers une surface est égal à somme sur I allant de 1 jusqu'à n de Q à l'intérieur sur epsilon 0. Q intérieur de quoi? À l'intérieur de la surface de Gauss. D'accord? Donc, là, regardez ce que j'ai. J'ai un E fois ds, un produit scalaire. Le produit scalaire, il est égal à quoi? Le produit scalaire de E fois ds, il est égal à quoi? C'est le module de E fois le module de ds fois cosinus, l'angle entre les deux. D'accord? Donc, le E, comme vous le voyez, il est là. Je l'ai représenté. Le ds, c'est quoi? C'est le vecteur unitaire de la surface de Gauss. La surface de Gauss, regardez où est-ce qu'elle est. C'est celle que j'ai tracée en rouge. Donc, cette surface de Gauss, le vecteur unitaire, où est-ce qu'il est? C'est celui-là. C'est celui-là le vecteur unitaire. D'accord? C'est celui-là que j'ai représenté en rouge. Est-ce que vous ne voyez pas que E, il est parallèle à ds? Est-ce que vous ne voyez pas que E, il est parallèle à ds? Oui. Donc, puisque E est parallèle à ds, ça veut dire que ce produit-là, qu'est-ce qu'il devient? Il devient E ds cosinus 0, qui est égal à la somme des charges à l'intérieur sur epsilon 0. Quelles sont les charges à l'intérieur de cette surface de Gauss? C'est les charges de la sphère S1, que j'appellerai Q. Donc, Q sur epsilon 0. Donc, cela, qu'est-ce qu'il me donne? Donc, cosinus 0, c'est égal à 1. Donc, E, le champ E, il est uniforme. Ça veut dire que là, il n'y a pas de raison pour que le champ ici, par exemple, soit plus important que là, plus important que là. Non, le champ là, il est constant. Donc, je peux le faire sortir de l'intégrale. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester E, l'intégrale de ds, qui est égale à Q sur epsilon 0. L'intégrale de l'intégrale avec la dérivée, il va partir. Pourquoi? Parce que la dérivée, c'est la fonction inverse de l'intégrale. Quand je dis ds, ça veut dire dx, dy. Donc, un des deux dérivés qui vont... Donc, je peux simplifier ça. J'aurai quoi? J'aurai E, S, quoi? S de Gauss, la surface de Gauss, qui est égale à Q sur epsilon 0. Mon but, c'est de trouver le champ E. Donc, E, c'est égal à Q sur la surface de Gauss fois epsilon 0. La surface de Gauss, c'est celle que j'ai tracée en rouge. D'accord? C'est celle que j'ai tracée en rouge. Donc, la surface de Gauss, elle est égale à quoi? Elle est égale à 4pi r au carré epsilon 0. Pourquoi j'écris le petit r? Parce que, regardez, la surface S1, elle a un rayon R1. La surface S2, elle a un rayon R2. Par contre, la surface de Gauss, elle a un rayon R qui est variable. Regardez, le petit r. Le petit r, il varie entre quoi et quoi? Il varie entre R1 et R2. D'accord? Très bien. Donc, E est égal à Q sur 4pi r au carré epsilon 0, que je peux écrire comme étant 4pi epsilon 0, c'est quoi? C'est K. Donc, c'est K, Q sur epsilon, sur r au carré, pardon. Donc, 1 sur 4pi epsilon 0, c'est K. Donc, j'aurai K, Q sur r au carré. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quoi? Pour déterminer la capacité d'un condensateur. C'est quoi? C'est de déterminer la différence de potentiel V1 moins V2. En utilisant quoi? En utilisant la relation entre le potentiel et le champ électrique. C'est quoi la relation? La relation, on la connaît, c'est dV est égal à moins E dL. dV est égal à moins gradient de V. Donc, dV est égal à moins E dL. Donc, là, regardez, le E, le champ E, c'est celui-là. Est-ce que vous ne voyez pas que le champ, il est radial? Ça veut dire quoi radial? Ça veut dire qu'il est suivant R. Le champ, il est radial.
Donc, je peux écrire E comme étant le module de E fois UR. UR, c'est un vecteur unitaire. UR, c'est celui-là, par exemple. C'est un vecteur unitaire. Donc, le champ E, regardez le E, il s'écrit comme étant le module de E fois UR. D'accord? Le DL, la variation, c'est quoi? Elle est suivante D de R. Donc, je peux aussi écrire que D de L est égal à D de R fois U de R. D'accord? Donc, le DV, je peux l'écrire moins je vais remplacer par ce que j'ai trouvé. DL, c'est D de R fois U de R. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que c'est égal à moins E D de R. Parce que U de R, c'est un vecteur unitaire. Donc, U de R fois U de R est égal à 1. D'accord? Donc, à la fin, qu'est-ce que j'aurai? DV est égal, DV qui est égal à V2 moins V1, d'accord? V2 moins V1, qui est égal à dv, c'est donc moins E d de R. Moins E d de R. Donc, le but c'est ici de trouver V. Donc, je vais intégrer entre V1 et V2. Je vais intégrer entre V1 et V2. L'intégrale de dv entre V1 et V2, ça me donne V2 moins V1, qui est égal à moins l'intégrale entre l'intégrale entre R1 et R2. L'intégrale entre le R, il varie entre R1 et R2. D'accord? Donc, c'est égal à moins l'intégrale E. E, je vais le remplacer par son expression KQ sur R au carré D de R, que je vais intégrer entre R1 et R2. C'est égal à moins KQ, que je peux faire sortir de l'intégrale. Qu'est-ce qui va me rester? Le signe moins, je vais le garder à l'intérieur. Je vais le garder à l'intérieur parce que je sais que l'intégrale de moins 1 sur R au carré, c'est égal à 1 sur R. Donc, c'est KQ, l'intégrale de moins 1 sur R au carré D de R, c'est 1 sur R que je vais prendre entre R1 et R2, que je prends entre R1 et R2. Donc, c'est égal à V2, j'aurai V2 moins V1, c'est égal à KQ, 1 sur R2 moins 1 sur R1. 1 sur R2 moins 1 sur R1. Le but c'est quoi? Regardez, c'est de trouver V1 moins V2. D'accord? Alors qu'on a un V2 moins V1. Donc, pour trouver V1 moins V2, je dois multiplier par le signe moins. Donc, j'aurai KQ. Au lieu d'avoir 1 sur R2 moins 1 sur R1, j'aurai 1 sur R1 moins 1 sur R2. D'accord? Donc, finalement, la capacité C, c'est égal à quoi? Qui est égal à Q sur V1 moins V2 par définition. C'est égal à Q sur V1 moins V2. C'est égal à KQ 1 sur R1 moins 1 sur R2. Donc, que je peux simplifier, j'aurai 1 sur K. Donc, là, j'aurai R2 moins R1 sur R1, R2. Donc, j'aurai R1, R2, je divise par K, R2 moins R1. Donc, C, c'est finalement égal à 4pi epsilon 0, R1, R2 sur R2 moins R1. Voilà l'expression de la capacité d'un condensateur sphérique. Alors, juste une remarque. Donc, pour un matériau diélectrique placé entre les armatures,
placé entre les armatures, placé entre les armatures permet d'augmenter la capacité d'un condensateur. Permet d'augmenter la capacité d'un condensateur. Car sa permittivité epsilon est supérieure à epsilon 0, qui est la permittivité du vide. Qui est la permittivité du vide. Par exemple, epsilon R qui est égal à epsilon sur epsilon 0 est égal à 2 pour le papier, par exemple. Donc, vous voyez que si je remplace epsilon 0 par epsilon R qui est égal à epsilon sur epsilon 0 est égal à... Donc, epsilon est égal à 2 fois epsilon 0. Epsilon, le papier, est égal à 2 fois epsilon 0. Donc, cela permet d'augmenter la capacité C. Par exemple, epsilon sur epsilon 0 est égal à 5 pour le verre. Par exemple. Donc, voilà. Alors, juste une remarque. Epsilon R varie en fonction de la température, de l'humidité et de la fréquence de la tension appliquée. Voilà.